Bien, écoutez, bonjour et bienvenue à toutes et à tous, hein. L'équipe du défi pour l'environnement des Lions de France propose aujourd'hui sa sixième téléconférence. Le thème de ce mois-ci est consacré à la pollution des mers et des océans par les déchets plastiques. Anne-Leila Meisterheim, désolée pour la prononciation, nous l'avons reçue ce mois-ci déjà. Elle s'est positionnée plutôt du côté de la Terre, hein, pour nous parler de la pollution des mers et des océans par les déchets plastiques. Et donc, ce soir, nous accueillons Yvan Bourgnon. Mais avant de passer la parole à Estelle, qui va nous présenter Yvan, je vais passer la parole à Marc, qui va nous expliquer un petit peu comment la soirée va se dérouler. À toi, Marc. Oui, bonjour à tous. Donc, vous avez pu constater que je vous ai coupé vos micros. Essayez de couper vos caméras pour améliorer la fluidité. C'est mieux. Ensuite, vous aurez à votre disposition l'icône en bas discussion qui vous permet en fait, de poser vos questions. Donc, une fois que vous aurez posé vos questions, soit à la fin sans doute, on reposera les questions à Yvan et à tous ceux qui veulent répondre. Et des personnes du défi de l'environnement sont chargées de regrouper vos questions afin d'améliorer également, qu'on n'ait pas trop de questions sur le même sujet. Donc voilà, et puis vous avez à votre disposition d'ici un moment, vous aurez un sondage à votre disposition en bas également avec un icône pour vous permettre de nous dire ce que vous pensez de cette conférence. Mais pensez bien à couper vos micros et à couper vos caméras, ce sera beaucoup mieux. Merci beaucoup. Merci Marc. Estelle, c'est à toi. Oui, bien écoutez, bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, pour ce deuxième volet consacré au plastique dans les océans, Défi pour l'environnement a choisi un invité de marque, donc en la personne d'Yvan Bourgnon, dont la notoriété évidemment n'est plus à faire. Skipper et navigateur de renom, il sillonne les mers depuis l'âge de 8 ans. C'est un homme de palmarès et de records. Je ne vais pas vous citer ici, je vais pas tous vous les citer ici. Néanmoins, on peut retenir sa victoire de la Transat Jacques Vabre en 97 avec son frère Laurent. Et puis son incroyable tour du monde entre 2013 et 2015 sur un catamaran non habitable, sans GPS et en solitaire. Et puis plus récemment, Yvan a aussi remporté en 2019 les championnats d'Europe qui réunissaient les catamarans les plus rapides au monde. Donc il y a des victoires, mais il y a aussi des déceptions. Par 3 fois, Yvan est contraint d'abandonner une course parce qu'il a heurté des containers en mer. Donc évidemment, ça énerve un peu. Et donc en 2015, il décide de se lancer dans un projet de bateau éboueur, entre guillemets, assez unique en son genre. Et c'est cette histoire, l'histoire de ce manta et de toute cette pollution donc, en mer qu'Yvan va nous expliquer ce soir. Voilà. À toi, Yvan. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver. C'est un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et surtout, en tout cas, n'hésitez pas, dans la deuxième partie, on essaiera de faire plus un échange et toutes vos questions seront précieuses et me ferait un plaisir d'échanger avec vous. J'aime bien quand c'est interactif. Donc voilà, et merci pour votre invitation. Rapidement, alors pour me présenter, moi, je suis baigné dans l'écologie à fond depuis maintenant 5-6 ans, mais auparavant, j'étais plutôt dans le milieu sportif. Donc j'ai eu la chance de naître quasiment sur un bateau et de faire déjà le tour du monde à l'âge de 8-12 ans avec mes parents quand j'étais petit. Donc ça, c'était la fin des années 70. Donc vous imaginez, évidemment, à l'époque, les océans étaient un peu parfaitement propres. Il n'y avait pas de problème de pollution, ou très peu, même si Cousteau commençait à tirer un peu la sonnette d'alarme à l'époque. Et donc j'ai eu cette chance de vivre de la mer et des océans pendant toutes ces nombreuses années à partir de ce moment-là. Puisque quand je suis rentré au Tour du Monde avec mon frère Laurent, on a décidé de faire de la mer notre passion et notre profession. Et donc, évidemment, j'ai eu la chance de vivre des choses extraordinaires et en même temps de voir des choses se dégrader. Et comme tu le disais tout à l'heure, Estelle, donc évidemment, ça a commencé par d'abord des collisions avec des objets flottants non identifiés, mais aussi parfois avec des containers.
pour ma part, c'est quand même dans les courses au large une douzaine d'abandons de courses grâce à cause de ces collisions. Et en tout cas, 3 containers identifiés avec ces trois reprises des fauteurs coupés en deux. Donc c'est dangereux évidemment pour l'humain, c'est dangereux pour la faune, et puis ça dégrade évidemment tout ça des océans. Donc je voyais un petit peu cette évolution arriver, mais en fait je n'avais pas pris la mesure de la pollution plastique à ce moment-là. C'était plus des collisions un peu occasionnelles. Et puis vous savez, les courses au large se passent plutôt dans l'Atlantique et entre l'Europe et puis les Antilles, et bien souvent, et donc c'est pas forcément là où il y a le plus de pollution. Et puis c'est plus récemment en faisant la traversée le tour du monde sur un tout petit catamaran de sport, un engin de 6 mètres de long. Donc c'est vraiment, c'était le but, c'était un défi sportif avant tout. C'était vraiment d'être capable pour la première fois de faire un tour du monde sur un tout petit cata de sport, sans cabine, sans protection, sans GPS pendant 220 jours. Et donc face à ce défi sportif, évidemment, tout se passait à peu près bien jusqu'au jour où j'ai commencé à naviguer, notamment dans l'océan Indien, sur les traces de là où j'étais passé petit avec mes parents. Donc à l'époque, évidemment, c'était pas la même chose. Et là, en 2014, 33 ans après, je constate cette pollution des plastiques par les océans. Et donc, ce n'est pas quelques plastiques, c'est vite des milliers de plastiques qui se retrouvent autour de moi. C'est vite l'obligation avec ce petit bateau de 500 kilos de m'arrêter tous les quarts d'heure, parfois plusieurs centaines de fois par jour, pour décoincer ces sacs plastiques littéralement coincés dans mes gouvernails. Et puis, voilà, quand j'ai su très vite que ces plastiques flottaient à peu près à 80% au début quand le plastique part dans les océans, mais très vite, malheureusement, il se décompose, il devient presque invisible et puis il part au fond de la mer. Donc, quand on sait que les 99% des plastiques finissent par couler un jour, je me disais, waouh, s'il y a ça à la surface des océans, alors qu'est-ce que ça doit être entre deux eaux ou au fond de la mer? Et puis, ça m'a interpellé parce qu'avec mon petit bateau Malolo, je n'arrivais pas vraiment à récupérer ces plastiques ou très peu. Et puis, évidemment, quand je suis rentré de ce tour du monde, j'ai malheureusement perdu mon frère. Vous savez qu'il y a eu un accident de plongée en Polynésie. Et puis, je me suis dit, c'est bien d'aller vite d'un point A à un point B, mais c'est peut-être bien aussi de s'engager pour une cause importante pour la planète. C'est le moment où on commençait à dire, vraiment depuis peu de temps, avec les scientifiques, qu'on commençait à prendre conscience de l'importance des océans. C'est à ce moment-là où on a pu commencer à dire à travers les scientifiques que l'oxygène qu'on consommait provenait plus des océans que de l'Amazonie, que le puits de carbone que représentait l'océan était hyper important, qu'elle absorbait plus de la moitié du carbone que l'humain consomme. Et donc, d'un côté, voilà, on se rendait compte tout à coup que l'océan était vraiment vital. Et puis, ces plastiques, évidemment, c'est une vraie contamination. Très vite, l'ONU a fait des rapports alarmants en disant que déjà, ça provoquait 14 milliards de dollars par an en 2014, ces plastiques sur le tourisme et sur la pêche. Et ça, c'est sans prendre en compte évidemment les dégâts que ça peut occasionner évidemment sur la vie maritime, la faune, puisqu'aujourd'hui c'est 1,5 million d'animaux marins qui disparaissent chaque année, et ça sera a priori autour de 5 millions en 2050. Et puis, c'est tout l'écosystème, le fait que ça participe au réchauffement climatique avec tous ces plastiques qui flottent, le fait que ça libère énormément de toxines, des plastiques, parce que c'est pourri de toxicité qui sont évidemment pas bons pour la nature et pour lesquels on n'a pas toujours bien évalué encore les conséquences. Et puis c'est surtout aussi le fait que aujourd'hui les chiffres parlent. La pollution des plastiques, ça sera 3 fois plus de plastique dans les océans en 2050 ou 2060. C'est déjà beaucoup trop aujourd'hui, puisqu'on parle de 10 millions de tonnes qui partent chaque année dans les océans. Et puis là, quand je reviens de ce tour du monde, je crée l'association The Sea Cleaner avec mes collaborateurs. Et puis très vite, on se penche sur la question de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour cette pollution? Donc évidemment, naturellement, on s'est vite tourné vers le besoin qu'il y avait sur Terre, parce qu'on a tous envie de fermer le robinet et de faire en sorte qu'il y ait des plastiques qui partent dans les océans. Donc intervenir à temps, c'est intelligent, c'est une bonne décision. Donc, on a tout mis en place avec nos équipes pour avoir vraiment un pôle de sensibilisation, un pôle de terrain opérationnel qui soit actif là-dessus.
Et puis, on s'est vite rendu compte que ça ne serait pas suffisant. Comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, cette pollution va aller qu'en augmentant. Et donc, se dire il y aura 3 fois plus de plastique dans les océans en 2050 et rester les bras croisés en se disant on essaie d'agir que sur Terre, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas suffisant et que ça valait le coup peut-être d'aller plus loin en essayant d'imaginer des systèmes de collecte de plastique dans les océans. Aujourd'hui, on imagine bien 6 milliards d'habitants, ça va passer à 9 milliards d'habitants. Ces habitants vont s'agglutiner le long des côtes. Le continent africain, qui pour l'instant ne consommait pas trop encore de plastique, ça va exploser dans les prochaines années. Donc, d'un côté, on a l'Europe en fait, qui est de plus en plus exemplaire, qui l'est déjà relativement, parce qu'on a une France qui envoie à peu près 6 000 tonnes de plastique par an dans les océans, ce qui est trop, mais en tout cas peu par rapport aux 600 000 tonnes que peut envoyer la Chine. Mais donc l'Europe, d'un côté, fait de mieux en mieux, et puis d'un autre côté, l'Asie du Sud-Est, c'est de pire en pire. L'Afrique, ça va être bien pire qu'aujourd'hui. L'Amérique du Sud et l'Amérique latine, évidemment, très touchées aussi. Donc, ça suffit pas à compenser. Et au contraire, la consommation de plastique, elle est comme ça. Globalement, en 2020, on a consommé plus de plastique qu'on a consommé en siècle dernier. Vous imaginez en 2060, ils annoncent 3 fois plus de consommation de plastique qu'aujourd'hui. C'est évidemment un petit peu alarmant tout ça. Et donc, voilà, on s'est dit, oui, c'est un sujet qui sera toujours présent, la pollution des océans. Donc, il faut réfléchir à cette pollution, à ces systèmes de collecte. Alors, à l'époque, en 2016, on a été relativement décriés. On nous a dit, c'est bien vos systèmes de collecte, mais on va ramasser une cuillère dans l'océan, ça va coûter extrêmement cher, et voilà, est-ce qu'il ne faut même pas faire autre chose? Donc, nous, on s'est un petit peu entêtés sur ce sujet-là, parce que personne n'avait été capable de donner des vrais chiffres sur la capacité des bateaux à collecter. Et on s'est dit, on va faire des études de faisabilité, on va quand même pousser le bouchon, et puis en 2018, on fera le point. Si ça ne vaut pas le coup d'aller collecter les déchets en mer, on arrêtera le projet et on ne fera que de la sensibilisation et des études scientifiques. Et en fait, entre 2016 et 2018, on a mené à la fois ces études techniques sur un projet technique, et en même temps, on a collecté les données scientifiques qui existaient sur le marché. Et aujourd'hui, à l'époque, on s'est rendu compte que en fait, les plastiques, globalement, 80% des plastiques proviennent 66% des plastiques proviennent de 20 fleuves dans le monde. Donc, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de ratisser toute la surface des océans pour capter cette grande masse des plastiques, qu'il fallait être concentré en fait sur des zones de convergence, sur des zones où il y a beaucoup de plastique, notamment dans les embouchures des grands fleuves. Il y a 12 pays dans l'Asie du Sud-Est qui représentent 66% de cette pollution. Et donc, c'est à la fois mal, mais en même temps une opportunité pour collecter dans des endroits stratégiques. Et puis, 80% des plastiques flottent au début. Certes, comme je disais tout à l'heure, 99% se finissent par couler, mais s'ils flottent dans les premiers mois de dérive, ça nous donne une vraie chance de collecter ces plastiques. Donc, ces études scientifiques ont plutôt convergé vers le fait qu'on allait pouvoir aller dans ces zones de forte concentration pour aller ramasser. Et en parallèle, donc, ces études techniques, on a mené dans un premier temps 8 000 heures exactement d'études techniques sur la faisabilité d'un manta. Alors évidemment, on partait d'une page blanche, donc ce n'était pas simple. Très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une adéquation très vite à remplir, qui était c'est bien d'aller collecter 50 tonnes de plastique, mais si on consomme 50 tonnes de gasoil pour le faire, l'adéquation et le résultat n'est pas très bon. Donc, il nous fallait vraiment travailler l'économie, le fait que le bateau soit éco-conçu et que dans sa durée de vie, il ne consomme peu de carbone, ce qui n'était pas une simple affaire parce qu'aujourd'hui, vous prenez 100% même des bateaux de travail qui sont dans le monde, là, qui sillonnent le monde entier, ils consomment tous globalement 95% minimum d'énergie fossile. Et même avec les projets de cargo à voile, c'est seulement pour réduire 5 à 10% de l'énergie fossile, ce qui est déjà pas mal, mais c'est jamais en tout cas le contraire, c'est jamais des bateaux qui seront 100% à la voile. Et nous, on n'a pas voulu aller dans cette démarche-là parce qu'on s'est rendu compte que ces bateaux allaient consommer beaucoup de carbone. On a évidemment eu l'idée de recycler des bateaux existants, mais là aussi, c'est souvent des bateaux à moteur qui consomment beaucoup, donc ça ne marchait pas bien.
on s'est rendu compte que les pêcheurs avaient leur rôle à jouer et que là, on allait pouvoir vraiment communiquer beaucoup auprès des pêcheurs parce que les pêcheurs qui collectent, évidemment, feront monter des déchets à bord et il y a du plastique dans leur filet et c'est complètement couillon qui rejettent ces plastiques dans la mer. C'est ce qu'ils font globalement pour l'instant, sauf quelques encore pêcheurs qui s'y sont mis, notamment l'initiative est venue de l'Espagne il y a quelques années. Donc, il faut encourager à tout prix ces pêcheurs de continuer cette action. Ils ramassent quelques dizaines de kilos de plastique, c'est peut-être peu, mais c'est toujours ça de mis de côté dans les poubelles. Et puis, ben voilà, c'est des déchets qui peuvent être pris en main après. Après, ben, nous, on s'est vite rendu compte que ben, cette autonomie énergétique, on pouvait la trouver en réalisant un bateau à voile. Ce qu'on a fait, on a vraiment, moi qui viens de la voile, ça m'a paru assez légitime. Donc, on a conçu un bateau avec une grande puissance de feu au niveau des voiles, puisqu'on a 1500 mètres carrés de surface de voile avec des gréements qui culminent à 62 mètres de haut. Et puis après, on s'est rendu compte que c'était bien ça pour la propulsion, mais qu'il fallait quand même alimenter une usine embarquée, qu'on avait 34 personnes à bord, qu'il fallait qu'on allait consommer beaucoup d'énergie. Et même si on a fait un bateau le plus léger possible, le plus optimisé possible, il y a cette énergie dont on a besoin. Donc, il a fallu qu'on ruse en utilisant des énergies qu'on connaît déjà, les panneaux solaires, les hydrogénérateurs, les éoliennes. Et plus récemment, le plastique. Alors, le plastique, au début, dans ce projet, ça nous paraissait logique de mettre des tapis roulants pour collecter ces déchets plastiques, puis des filets à l'extérieur. Peut-être je vous montrerai la vidéo là, dans quelques instants. Et avec tous ces systèmes, en tout cas, de collecte, On n'entend plus. on m'a coupé le micro. Ah. Est-ce que vous entendez là? Désolé. Oui, c'est bien. Il y a quelqu'un qui m'a coupé le micro. Et donc, oui, ce que je disais, c'est que le projet au début, c'était de collecter 250 tonnes de plastique à bord du bateau et de les ramener à terre. Et très vite, on s'est rendu compte qu'à terre, ils n'allaient pas forcément savoir quoi faire de ces déchets. On le dit souvent, voilà, là-bas, les déchets terminent sur les quais, dans les trous, dans le meilleur des cas. Donc, ce n'était pas forcément une solution super adaptée. Et donc, on a travaillé cette histoire de pyrolyse, que vous allez découvrir à l'image dans quelques instants, qui est une technologie qui nous permet en fait de recycler et de traiter ces plastiques directement dans le cœur du bateau à travers une vraie usine embarquée. Donc, je vous propose peut-être de, si tu es prêt, oui, je le. Et puis après, on reviendra dessus. Tac. Voilà, si je peux parler en même temps. Vous m'entendez toujours, j'imagine. Donc, vous allez voir qu'on a vraiment essayé de l'usine qu'on a habituellement à terre, on l'a intégrée sur le Mantin. Je vous laisse écouter. Il n'a pas l'air d'avoir le son. Il n'y a pas le son malheureusement. Je ne sais pas si les autres entendent. Je ne sais pas si vous avez la possibilité d'intervenir pour mettre le son. Ah bon. Donc, je vais commenter. Alors, s'il n'y a pas de son, vous m'entendez là toujours? Donc, je vais faire les commentaires. Donc là, on voit les systèmes de collecte de filets à l'arrière du bateau qui permettent aussi de collecter sur une plus grande largeur, jusqu'à 46 mètres de large. On a ces petits bateaux qu'on peut mettre sur l'eau. Alors, c'est plus destiné quand on revient à terre. Ces petits mobulas peuvent continuer à avoir leur action, notamment en collectant très près des côtes, dans les ports, dans les rivières, dans les fleuves. Et eux peuvent ramasser aussi les microparticules de plastique et les hydrocarbures. Donc, ça permet vraiment d'être complémentaire à l'action du Manta, qui lui va plus agir dans les estuaires des grands fleuves. Donc, on voit ici à l'image le système de collecte sur les tapis roulants, qui sont naturellement entre les deux coques du catamaran. On arrive dans une usine embarquée où il y a des opérateurs. Là, les opérateurs vont naturellement rejeter à la mer tout ce qui est bois et algues, tout ce qui est organique. Et puis, ils vont retenir le plastique qui, lui, va
être broyé, qui va être séché, sur lequel on va éliminer le chlorure de sodium. Et puis très vite, on va en faire en fait un granule qui lui-même va aller dans une pyrolyse. Donc la pyrolyse, c'est une espèce de vis sans fin, voilà, qui permet de faire chauffer à haute température en fait le plastique à 600-700 degrés. Et en fait, on arrive à en tirer en fait des gaz de synthèse et des chaleurs fatales. Les gaz vont permettre en fait d'alimenter un groupe turbo-alternateur et donc de fabriquer de l'électricité directement à partir de ces gaz. Et pendant ce temps-là, en fait, les chaleurs, on les récupère aussi pour faire de l'énergie, notamment, et on sait avec l'énergie du chaud, on peut faire du froid, par exemple, pour la clim ou autre dans le bateau. Donc, en tout cas, on arrive à utiliser 95% des plastiques qu'on remonte à bord pour en faire une source d'énergie. Là, on voit effectivement les sources d'énergie renouvelables aussi complémentaires qu'on a mis à bord du bateau. Et aujourd'hui, tous ces outils nous permettent d'avoir une autonomie de 75% en énergie renouvelable, ce qui est assez remarquable pour un bateau de 2000 tonnes. En tout cas, c'est du jamais vu. Et ça permet d'avoir une vraie autonomie. Il y a un laboratoire scientifique, on reviendra tout à l'heure dessus, avec 2 laboratoires. Il y a la possibilité d'inviter 60 personnes dans une salle de conférence quand on fait notamment escale à terre. Et voilà, ce bateau a vraiment plusieurs vocations dans lesquelles je rentrerai dans le détail. On va pouvoir enlever la vidéo. Alors, donc la première, vous l'avez compris, la première mission du Manta, c'est la collecte en mer. C'est 5 à 10 000 tonnes de plastique qu'on va collecter chaque année. C'est 1 à 3 tonnes par heure. Ces 300-400 Manta pourraient collecter un tiers de la pollution mondiale qui arrive chaque année dans les océans. Ça peut paraître beaucoup, mais quand vous mettez 17 000 camions poubelles aujourd'hui en France, ça pose problème à personne. Et après, la deuxième fonction du bateau, c'est vraiment les études scientifiques. Alors, on est moins connu pour ça pour l'instant, parce qu'on nous a vraiment vu à travers cette collecte. Mais en collectant ces datas scientifiques, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que globalement, les scientifiques comme Tara, Expédition et d'autres ont réussi à récupérer des microparticules de plastique au milieu des océans. Donc ça, c'est souvent plusieurs années après la dérive du plastique. Donc ces données-là sont précieuses. Elles permettent notamment de savoir comment se terminent les microparticules de plastique dans la bouche des poissons et des oiseaux. Donc on a bien ces données aujourd'hui avec nous. Par contre, pour savoir en gros qu'est-ce qui se passe entre le moment où le plastique part dans une rivière, dans un fleuve, le moment où il arrive dans l'embouchure, qui dérive, et puis ça dérive pendant plusieurs mois, plusieurs années, jusqu'à ce qu'il termine justement en microparticules, globalement, on n'a pas de données là-dessus. Donc c'est pourquoi? Parce qu'il n'y a tout simplement pas de bateau qui ont pu collecter ces plastiques en grande quantité comme nous. Et donc, nous, notre projet, ça a été d'essayer vraiment de faire allier, de trouver une synergie entre le monde scientifique et le monde du travail pour que ces 2 environnements travaillent ensemble. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. On a globalement aujourd'hui 12 personnes à bord qui vont travailler sur le plastique et le traitement du plastique, et on a eu 7 à 10 scientifiques qui vont pouvoir emmagasiner des datas pour géolocaliser, qualifier, quantifier ce plastique. Et donc ça, c'est très précieux parce que le jour où on va pouvoir partager avec la communauté internationale toutes ces données scientifiques, forcément on va être pertinent pour mieux prédire les pollutions futures, pour mieux expliquer d'où vient cette pollution, pour mieux parler avec les pollueurs, et puis pour partager ces données avec les autres chercheurs de plastique, si je peux me permettre. Et donc, on a vraiment vocation à analyser ces données scientifiques 300 jours par an. Et puis, voilà. Donc ça, c'est la deuxième fonction du bateau. La troisième, c'est la sensibilisation. La sensibilisation, c'est un bateau qui va globalement en collecter 3 semaines par mois. Et le 4e semaine du mois, ce bateau fera escale, ou ces bateaux font escale évidemment dans des ports comme Bali, Singapour et autres. Et l'idée, là, c'est tout d'un coup de montrer justement à la population, en convoquant les décideurs, les hommes politiques, les chefs d'État, etc., en leur montrant qu'on est obligé de mettre des solutions comme ça en route et en les invitant sur le bateau, puisqu'on a une salle de réunion, on a la possibilité d'avoir 60 personnes à bord en permanence. Et donc, on va pouvoir faire tourner cette pyrolyse à terre quand ils viendront faire des visites du bateau.
Et puis, voilà, leur expliquer que nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'un jour, justement, il n'y ait plus besoin de ces bateaux et leur expliquer qu'on peut mieux gérer peut-être le déchet à terre et qu'on peut mieux l'accompagner pour éviter qu'il parte justement dans les océans. Donc, on va vraiment faire ce travail en parallèle et évidemment, ça sera plus percutant de le faire avec un flagship, un bateau emblématique comme celui-là. On va aussi, dans notre quatrième et dernière mission, essayer de faire ce complément en fait, au niveau de l'économie circulaire avec ces modulas, ces petits bateaux. Et en fait, l'idée, c'est surtout d'aller aussi sur Terre avec ces petits bateaux, parce que ces petits bateaux, ils ont l'avantage de collecter beaucoup de plastique, mais évidemment, ils ne traitent pas le plastique, ils ne le font peut-être pas de manière hyper écologique au niveau du fait qu'ils consomment un peu de carburant, mais au moins, ils ont le mérite de ramener ces plastiques à terre. Et donc, ces plastiques à terre, après, il faut leur trouver une solution de recyclage. Si le manta n'est pas très loin, il peut le traiter, mais si le manta, évidemment, il y aura beaucoup plus de mobula que de manta. Et donc, nous, notre idée, ce n'est pas de mettre un mobula en service comme ça dans la nature sans l'accompagner, c'est vraiment de lancer des projets, les uns derrière les autres, en accompagnant les mobulas pour qu'ils puissent à la fois collecter, mais en même temps que les déchets soient pris en charge à terre. Et à terre, aujourd'hui, on travaille avec notamment les autorités indonésiennes pour notre premier projet sur l'île de Java et avec des sociétés comme Veolia ou Suez pour qu'ils puissent, eux, prendre en main ce plastique. Et le truc, c'est que ce fonctionnement un peu à trois parties, il est important parce qu'aujourd'hui, globalement, le traitement des plastiques, ça n'intéresse pas les industriels tels Veolia parce qu'ils perdent de l'argent. Eux, ils veulent bien rendre service, ils veulent bien trouver une économie, mais si c'est pour perdre de l'argent, c'est pas intéressant. Par contre, si les autorités locales disent nous, on peut financer une partie, et une ONG comme nous disent nous, on peut financer notre partie, tout d'un coup, à trois, on arrive à trouver la solution économique pour pouvoir rendre le projet viable dans ces îles ou dans ces contrées. Et donc, c'est ce qu'on met en place. On a notre premier projet qui va partir en Indonésie dès cette année sur l'île de Java, mais l'année prochaine, on va enchaîner sur le Vietnam, sur le Cambodge, et donc très vite, on aura des dizaines de projets qui vont s'enchaîner. Et évidemment, voilà, ça va pouvoir aller beaucoup plus vite que les mantas qui, eux, on espère se renouveler. Et déjà, il va falloir être patient puisque le premier manta, lui, sera mis à l'eau qu'à partir de 2024. Donc, son programme, il est assez simple. C'est aujourd'hui, on a un dossier de consultation de chantier naval qui est prêt. Donc, après 20 000 heures d'études, avec notamment 60 ingénieurs, 2 grands labos français, 10 partenaires techniques tels Air Liquide, le CNRS, le CEA ou Altran pour les plus connus, on a réussi à avoir un dossier de consultation chantier naval qui est prêt. Et donc, ça, c'est bien parce qu'on a déjà nos premiers devis. Et après, en fait, on terminera complètement nos études en fin 2022. Et à partir de là, le bateau sera apte, on pourra commencer la construction du bateau. Et il faudra 2 ans pour réaliser ce premier manta. Et donc, en fin 2024, on pourra avoir le premier manta à l'eau. Alors, le bateau, globalement, risque d'être construit brut d'acier dans les pays de l'Est tels que la Turquie ou la Pologne, qui sont assez bons là-dessus et assez économiques. Et après, par contre, le bateau reviendrait à flot, brut d'acier, donc dans un port plutôt d'Europe de l'Ouest, avec là la possibilité pendant une année de faire toutes les intégrations des technologies qui sont nombreuses, comme vous avez pu le découvrir. Alors aujourd'hui, The Sea Cleaner, c'est 30 collaborateurs, c'est 1000 bénévoles déjà qui sont déployés à travers une quinzaine de délégations régionales en France. C'est déjà un déploiement à l'Europe, puisqu'on est présent aujourd'hui en Suisse, en Allemagne. On va l'être bientôt en Belgique, au Luxembourg et en Espagne avant la fin de l'année. On se fait la main clairement sur nos outils de sensibilisation aujourd'hui en Europe, puisqu'on a développé 17 outils de sensibilisation qui vont maintenant être envoyés pour être utilisés aussi à l'étranger. Et notre idée, c'est vraiment d'être global et d'aller, comme je vous l'ai dit, dans ces pays où il y a le plus de besoins, notamment l'Asie du Sud-Est et bientôt l'Afrique. Donc voilà, ce n'est pas simplement de faire que ce travail en Europe, même si on va le poursuivre, parce qu'aujourd'hui, même en France, il y a encore des choses à faire, on n'est pas assez exemplaire sur le sujet, mais on essaie d'avoir une vision globale. Donc aujourd'hui, notre action va être aussi politique, parce qu'évidemment, le premier manta, lui, est financé à travers les donations, à travers le mécénat, mais ça sera
pas possible que ce soit le cas sur tous les bateaux. Donc, on a un gros travail de conviction à faire au niveau politique pour montrer l'utilité d'aller collecter aussi les déchets plastiques en mer et l'importance d'aller trouver et de budgétiser des budgets concrets sur ce domaine-là. Donc, il y a un gros lobby européen notamment qui commence, même si on a déjà l'appui de l'ONU pour ça. Et puis, évidemment, l'idée, c'est de mettre l'argent au bon endroit. C'est-à-dire que la pollution, aujourd'hui, on entend Macron qui nous a dit l'année dernière il va falloir recycler 100% du plastique. Bon, déjà, vous le savez, recycler 100% du plastique, ce n'est pas possible. Mais en plus, recycler entre 60 et 90% du plastique, ça coûte une fortune. Donc, globalement, si on pouvait déjà arriver à 60%, ce serait bien. Mais au-delà, ça coûterait tellement cher d'aller recycler ce plastique que ça, c'est pas là où il faut mettre l'argent, en fait. Parce qu'à un moment donné, là, si avec le même budget, on peut recycler 1000 fois ou 10 000 fois plus de plastique au Bangladesh, à un moment donné, il faut savoir où mettre l'argent. C'est plus intelligent d'aller mettre l'argent au bon endroit. Voilà, parce que j'entends, moi, les Suisses qui me disent non, on va mettre des filtres, on va dépenser des millions, on va faire des super usines de recyclage et tout. J'ai envie de dire, c'est bien, soyez exemplaires, mais en même temps, vous n'avez pas envie de donner quand même pour. Voilà, parce que la problématique du plastique, c'est une problématique globale. Qu'on vive à 2000 km des côtes ou au bord des côtes, de toute façon, les plastiques qui sont rejetés dans les ruisseaux, dans les rivières, ils finissent dans les océans. Donc, on devrait penser global. Se dire que quand on achète un ordinateur qui est fabriqué à Taïwan, il ne faut pas oublier qu'il a lui-même généré 1500 kilos, donc 1,5 tonne de déchets déjà à sa fabrication, qui a moins d'un centime qui est consacré à la gestion de ces déchets-là. Donc nous, quand on achète un ordinateur, on doit se sentir clairement concerné par ces plastiques qui partent dans les océans à l'autre bout du monde et donc participer à cette action parce que le traitement des plastiques, il est déjà déficitaire en France ou en Europe. Traiter les plastiques, c'est rarement une source de revenus, même si ça peut l'être un petit peu sur le PET, sur les bouteilles d'eau, quand on le prend suffisamment tôt et que ce n'est pas trop dégradé. Et je peux vous dire que les plastiques provenant des océans, qui sont souvent dégradés par les UV, par la dérive, etc., sont rarement recyclables. C'est pour ça qu'on a utilisé notamment cette technique, la pyrolyse, qui est en gros une version améliorée de l'incinération. Et globalement, on envoie 2 à 3 fois moins d'émanations de CO2 dans l'atmosphère grâce à cette technologie. Mais voilà, c'est vrai qu'on aimerait pouvoir recycler ces plastiques, mais il faut reconnaître que ces plastiques ne sont pas recyclables ou très peu. Et donc voilà un petit peu le sujet. Après, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau? Je crois que chacun, c'est la problématique de tout le monde, cette problématique du plastique, tout le monde doit se sentir concerné, comme je disais, et tout le monde peut intervenir. Donc aujourd'hui, c'est intervenir déjà à titre individuel, parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire évoluer sa consommation. Alors, pas du jour au lendemain. Moi-même, qui étais écologiste à fond depuis 6 ans, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais ce que je sais, c'est que j'ai évolué depuis 6 ans. J'ai supprimé petit à petit définitivement les sacs plastiques, j'ai supprimé définitivement les bouteilles d'eau contre ça. À chaque fois que je vais dans un supermarché, je regarde quand même un peu les emballages pour essayer de favoriser le carton, favoriser le verre quand il n'y a pas le choix. Et donc, petit à petit, on peut faire évoluer cette source de consommation. Puis, comme on dit, le meilleur plastique, c'est celui qu'on n'achète pas. Donc, ça, c'est vraiment des actions qu'on peut faire chacun individuellement. Mais après, on peut aussi intervenir et être actif aujourd'hui en France, c'est aller collecter les déchets dans la nature, sur les plages. Il y a peut-être pas des milliers, mais des centaines d'associations aujourd'hui, dont la nôtre, mais il y en a d'autres qui agissent sur ces collectes. Et donc, on n'en collectera jamais assez. Il faut s'impliquer dans ces collectes de déchets sauvages. Et puis, c'est mettre un coup de fouet aussi de temps en temps à son entourage, aux gens qui ne sont pas encore forcément bien éduqués. C'est souvent d'ailleurs les enfants qui tirent un peu les oreilles des adultes pour dire à papa ou maman, tu ne fais pas assez bien. Et tant mieux, parce qu'on voit bien que la jeune génération, moi qui vais dans les écoles, elle pousse vraiment aux fesses là-dessus. Donc, nous, on a plus de mal, on voit dans les multinationales, où il y a des dirigeants d'entreprises qui ont parfois
voilà, plus sur des classes d'âge un peu plus âgées, qui n'ont pas eu cette culture, il faut l'avouer, écologique, et donc du coup c'est un petit peu plus long à mettre en place. Mais voilà, en tout cas, on peut devenir volontaire, surtout quand on devient retraité, on peut vraiment facilement devenir volontaire et être actif, représenter l'association. Nous, aujourd'hui, on a un site internet, on peut s'inscrire et devenir bénévole assez facilement. Du coup, après, ben, il y a plein de pôles, on peut faire de la sensibilisation, on peut faire de la représentation, on peut, pourquoi pas, faire marcher son réseau si on a pour la levée de fonds. Voilà, parce qu'il n'y a pas de petite levée de fonds. Aujourd'hui, nous, on a des donateurs qui nous donnent 1 euro, puis il y en a d'autres qui nous donnent 100 000 euros par an. Voilà, et c'est le cumul de ces donateurs qui va faire concrétiser ce projet. Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir pu lever 15 millions d'euros. Il nous en reste encore 30 à trouver pour tout finir le projet, mais on est en très bonne voie et on sera fiers de pouvoir dire que c'est le projet de tous, que le bateau appartient à tout le monde et qu'on a pu franchir une étape concrète dans l'avancement de ce projet. Voilà, je peux en parler des heures et tout, mais je propose d'échanger plus avec vous et d'avoir un petit peu vos questions et on va pouvoir, voilà, on peut parler de plein de choses avec le plastique et les océans en tout cas. Je pense peut-être déjà, Yvan, la première question, Ouais. expliquer le nom, peut-être l'origine du nom, le manta. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est, le manta. Tout à fait, ouais, non, c'est une bonne question. C'est une image, moi qui ai eu la chance de nager avec les mantas en Polynésie française, c'est sûr que c'est le sommet, je pense, au niveau pour la plongée, pour de découvrir ces animaux marins. Et puis voilà, il y avait plein d'images à travers la Raimanta. Il y avait cette image évidemment de poisson filtreur. Alors, évidemment, il ne filtre pas le plastique, il filtre le plancton et tout ce qui peut y manger. Mais donc l'image de cette grande bouche, notre bateau, c'est une grande bouche qui peut filtrer la mer. Donc l'image était bonne. Et puis voilà, c'est un poisson qui est en voie de disparition. Il y avait besoin de le préserver. Moi, effectivement, j'ai perdu mon frère qui vivait en Polynésie. J'ai eu beaucoup d'attaches avec la Polynésie. Donc tout ça concordait bien. Et voilà, ça nous a paru légitime d'appeler ce bateau le Manta. Très bien, merci. Donc, on a pas mal de questions qui sont arrivées, notamment pourquoi ne pas mettre des barrages à la sortie des estuaires? Alors, c'est une bonne question. Il en existe, notamment en France. On met des barrages sur les côtés. Et alors, le problème qu'on a principalement, c'est que plus il y a de trafic maritime, plus il y a de pollution. Donc, plus il y a de pollution, plus il y a de trafic maritime. Et donc, globalement, c'est difficile de fermer les fleuves. Alors, il y a quand même une technologie qui existe et ça a été inventé par une autre association qui s'appelle Ocean Cleanup, qui est un peu peut-être même la plus grosse association dans le domaine aujourd'hui dans le monde. C'est un jeune Hollandais qui a lancé ça. Et lui, il a inventé, évidemment, il a annoncé ça l'année dernière, une espèce de barrière flottante qui clôture la rivière. Et au bout de cette barrière flottante, il y a une péniche qui capte les déchets et qui les stocke. Et après, il y a des camions qui viennent chercher ces plastiques pour être traités derrière. Donc, c'est une très bonne technologie. Alors, ça nécessite d'être monté très loin en amont de la rivière. Donc, nous, on est tout à fait pour cette technique parce qu'elle est complémentaire. Mais elle a l'inconvénient, effectivement, de ne pas pouvoir capter ce qu'on a plus en aval. Et malheureusement, la pollution, vous savez comment c'est. Il suffit de regarder des cartes sur Google Earth. Toute la majeure partie, les 80% de la population s'agglutine autour des fleuves, des embouchures, pas loin du bord de mer. Et ça va être de plus en plus le cas. Et donc, du coup, il y a souvent beaucoup de trafic maritime, surtout en Asie du Sud-Est. Donc oui, il faut mettre des barrières flottantes sur les côtés, mais ça ne capte que 5 à 10% des plastiques, donc ce n'est pas suffisant. Et voilà, mais c'est vraiment complémentaire. Il y a plein de solutions, il y a des robots qui existent pour aller chercher des plastiques dans les marinas, il y a plein de petites technologies qui sont en train de se mettre au point. Et nous, on regarde ça de près, on dit tant mieux, et on dit, voilà, de toute façon, on ne sera jamais assez nombreux pour lutter contre ce fléau, et il faut beaucoup d'initiatives. Autre question, par quels matériaux remplacer les plastiques? Est-ce qu'il existe des expériences déjà menées à ce niveau-là? Alors oui, il existe tout à fait beaucoup de choses et je ne pourrais pas tous les développer, mais moi j'ai tendance à dire méfiance. C'est peut-être pas très bien pour les gens qui travaillent là-dessus. Je dis surtout méfiance sur le biosourcé. Parce qu'effectivement, le biosourcé dit souvent que c'est des champs de maïs, des champs d'amidon et tout ça qui sont cultivés pour pouvoir fabriquer des sacs plastiques.
Et donc, d'un côté, on fait du bien à la nature parce qu'on a des choses qui sont biodégradables en théorie. Et malheureusement, ben, on participe au réchauffement climatique de l'autre parce qu'on augmente de manière exponentielle ces cultures intensives et industrielles. Donc, ce n'est pas forcément la solution idéale. C'est bien mieux un sac, encore un sac en carton, il me semble, qu'un sac biosourcé. Et puis souvent, il y a le problème de la dégradabilité. On vous vend souvent des sacs plastiques biodégradables. Et ça, c'est un vrai sujet aussi parce que c'est souvent biodégradable dans les conditions d'un compost. Donc, il faut avoir un vrai compost à la maison pour que ce sac plastique se dégrade. Mais si vous le mettez dans la poubelle jaune ou noire, ben, il ne va pas se dégrader le sac plastique. Donc, il va rester à son état de plastique. Et donc, du coup, c'est un mauvais sujet, quoi. Donc, il faut se méfier quand même de ces alternatives. L'autre jour, j'ai rencontré un gars qui avait sorti une bouteille de plastique grâce à de la canne à sucre sauvage. Donc, moi, j'ai trouvé ça génial et tout, et je l'ai encouragé à continuer. Mais bah, quand tu lui dis quelle est ta capacité maximum de production de bouteilles d'eau en canne à sucre, bah, je ne sais plus combien c'était genre 6 millions de bouteilles par an, mais c'était quelque chose de ridicule par rapport au marché, à ce marché-là. Donc oui, il faut quand même favoriser ces initiatives, notamment quand c'est de la canne à sucre sauvage, pas de la culture intensive, ça vient de la nature sauvage qui est présente. Donc il y a certainement des bons exemples à prendre comme ça, mais méfiance quand même. Et puis surtout, essayons d'éliminer ces plastiques en fait tout simplement de notre consommation. C'est quand même ça l'objectif principal. Autre question, peut-on récupérer les plastiques au fond des océans? Alors, tout est possible, hein, effectivement, mais nous, quand on nous dit déjà, nous, attention, ça va vous coûter trop cher d'aller chercher les plastiques dans les océans. Bon, ce qui n'est pas le cas, parce que globalement, nous, sur notre business plan, on est à peu près 2 fois plus cher que la gestion du plastique terrestre. Donc, ce n'est pas 10 fois plus, ce n'est pas 100 fois plus, c'est juste un peu plus. Mais aller collecter les déchets plastiques dans les océans, au fond des océans avec des robots, là, globalement, on n'a pas fait d'études encore là-dessus, mais on voit bien que ça va coûter beaucoup plus cher que nos solutions. Moi, je pense qu'on y arrivera un jour parce qu'à l'image des gens aujourd'hui qui ramassent les mégots dans les rues un par un, si on faisait le bilan du nombre de tonnes que cette personne ramasse dans l'année de mégots et, voilà, et le coût qu'il le représente, on se dirait, oh là là, c'est la folie, quoi. Il a collecté 4 tonnes de mégots, mais il nous a coûté 50 000 euros. Et donc, mais un jour, on fera la même chose sur les océans. On se dira, bah, il n'y a pas le choix et on mettra cet argent parce qu'on ne peut pas laisser les fonds marins comme ça. Mais voilà, mais ça doit arriver dans un second temps. Mais il y a déjà des plongeurs bénévoles qui le font. Et ça, c'est assez remarquable parce que pour le coup, ils y vont vraiment morceau par morceau. Et il faut les saluer. On a vu à Marseille l'année dernière et plein d'autres initiatives de plongeurs passionnés qui ramassent quand même leur filet de déchets. Donc voilà, donc ça, moi, je peux encourager tous ces plongeurs à continuer ces actions-là, parce que s'il n'y a pas de petite action, toute action est bonne à prendre. Alors, on a une autre question qui est un peu liée. Pour reconstituer la décomposition plastique en mer, serait-il possible de concevoir un long bassin quelque part pour que des labos puissent étudier ce qui arrive à chaque étape? Donc, c'est isoler une partie de l'océan pour pouvoir analyser l'écosystème en fait, du plastique. Extraire, en fait, de ce que je comprends, c'est extraire la décomposition plastique pour essayer de la concentrer dans un bassin et favoriser l'étude par les scientifiques. Oui, alors ça, c'est déjà, déjà, hein. Il y a déjà des scientifiques, effectivement, qui, dans des bassins fermés, analysent la décomposition du plastique. Alors, le problème, c'est que souvent, ça prend des dizaines et des centaines d'années. Donc, on aura peut-être des résultats que dans très, très longtemps. Mais il y a déjà des expériences là-dessus, des études scientifiques menées. Alors, moi, je ne suis pas un scientifique pur. Hein, mes scientifiques pourront répondre sur le sujet. Aujourd'hui, sur comment ça devient des microparticules de plastique, comment ça arrive dans les organismes marins, même au niveau des planctons, etc. On a vraiment là-dessus, par contre, des données propres, quoi. Ce qui nous manque vraiment aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils viennent d'où ces plastiques? C'est quoi comme plastique exactement? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont dérivé combien de temps pour arriver là? Et ça, par contre, on n'a pas trop, quoi. Autre question, la Chine, qui est un gros pollueur, ne peut-elle pas contribuer au financement du projet?
Ben, on espère bien, hein, parce que s'il y a bien effectivement un pays qui peut s'acheter 10 Manta rapidement, c'est bien eux. En tout cas, ils ont annoncé que dans 10 ans, ils seraient au niveau de l'Europe, au niveau de la pollution. Donc ça, on regarde ça de près, parce qu'effectivement, ils ont les moyens de le faire, et puis ils ont l'air d'entamer clairement les sujets là-dessus. Nous, la démarche qu'on a, parce qu'on sait, les Chinois, ce qu'ils veulent, c'est que ça soit leur projet, que ça soit construit chez eux, que ça vienne d'eux. Donc, notre démarche, pour ça, elle est vraiment de faire de l'open source, c'est-à-dire qu'en 2025-2026, on fait 2 années de campagne et on va montrer aux Chinois, parce qu'on va aller en Chine, comment ça fonctionne. Et surtout, on va leur dire, non, non, on n'est pas là pour vous vendre des bateaux, nous, et ce n'est pas le but de l'association. De toute façon, on est là pour mettre les plans en open source. Donc, prenez les plans, allez-y, construisez 10 bateaux. On vous accompagne si vous voulez pour pas que vous fassiez les bêtises qu'on a fait nous au début du projet. Et puis voilà, donc nous, on sera tout contents qu'ils reprennent. Là, parfois, les Européens râlent parce que les Chinois copient leurs idées. Nous, c'est le contraire, on sera tout contents qu'ils reprennent nos idées et qu'ils reprennent les plans et qu'ils construisent eux-mêmes leurs propres bateaux. Et on est là pour ça, on est là pour favoriser ça, quoi. Et aujourd'hui, les Chinois, ils sont très pragmatiques. C'est ça fonctionne votre truc ou ça ne fonctionne pas. Donc, si on sera capable de leur prouver en 2025 ou 2026 que ça fonctionne, je suis sûr qu'ils s'engouffreront sur le sujet. Alors, Olivier, qui pense poser une question bête, mais il n'y a pas de question bête. Le premier moyen de lutte contre le plastique n'est-il pas l'éducation? On en parlait tout à l'heure, oui, effectivement, ça c'est toujours le sujet qui revient, mais la priorité c'est la sensibilisation. Alors nous on est d'accord là-dessus, c'est-à-dire qu'on jamais on dira le contraire, que c'est hyper important d'éduquer, de sensibiliser, de fermer le robinet, d'aller en amont et tout. La question c'est est-ce qu'on met que l'argent là-dessus ou pas? Parce que c'est là où il y a parfois des combats qui peuvent se créer, même entre les ONG. On est surpris d'avoir des réactions d'autres ONG qui nous critiquent là-dessus en disant ça ne sert à rien d'aller collecter, mettons l'argent que sur la sensibilisation. Alors moi, je prends un peu l'exemple de la Terre, c'est-à-dire aujourd'hui, pourquoi à ce moment-là sur Terre, on ne prend pas cette décision-là de dire on arrête les tris, on arrête les usines de recyclage, on arrête tout ça, et on met l'argent uniquement sur la sensibilisation, et on va éduquer les gens pour qu'ils ne mangent plus de plastique, ils ne consomment plus de plastique, qu'ils ne mangent que du compostable, on va mettre des composts partout, on va mettre l'argent que là-dessus. En fait, c'est utopiste. Ça serait le monde idéal, mais c'est utopiste. Donc nous, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'on est pragmatique. On sait, toutes les études le montrent, qu'il y aura 3 fois plus de plastique dans les océans en 2050. Alors on fait quoi? On fait rien. On laisse le plastique partir dans les océans, on garde les bras croisés. Non, voilà, nous on aimerait évidemment que tout le problème soit résolu à terre et on sera les premiers à être à terre puisqu'on va même dépenser plus d'argent nous-mêmes dans l'association sur ce qu'on va faire à terre que sur mer, mais il faut tout faire en fait. Et vous verrez que dans 25 ans, on ne se posera même pas la question, on se dira, aujourd'hui on se pose de moins en moins en Europe, mais dans ces pays-là même, on ne se posera plus la question. Il y a les moyens pour collecter, il y a les moyens pour sensibiliser, il y a les moyens pour recycler, on fera tout ce qu'il faut parce qu'en essayant d'être exemplaire partout, on ne l'est pas complètement. Donc voilà, il faut entamer tous les sujets. Nous, on est peut-être plus à la fin de la chaîne, mais tout ça deviendra une évidence. Et puis l'ONU elle-même dit depuis 2 ans, depuis Nairobi, dit qu'il faut s'occuper de près à cette problématique de la collecte des déchets en mer. Est-ce que ce n'est pas aussi à l'éducation nationale de s'emparer de la question? Complètement, mais la France, par exemple, le fait très bien. Aujourd'hui, nous, on a sensibilisé, je crois, 30 000 écoliers l'année dernière, malgré le Covid. On va le faire beaucoup plus l'année prochaine. Nous, on est surpris du travail que font les professeurs. Moi, c'est le plus grand bravo que je peux faire, c'est parce que qu'il y ait l'éducation nationale ou pas derrière, de toute façon, les professeurs sont hyper bons là-dessus. Et les gamins sont hyper informés et je suis même surpris. Moi, nous, on arrive des fois et les gamins savent tout déjà avant qu'on arrive. Donc voilà. Mais on voit bien qu'encore une fois, il faut continuer ce travail en Europe, il ne faut jamais le stopper. Mais c'est quand même en allant aussi dans les pays où ça pollue, mais 100 fois, 1000 fois plus qu'ici, c'est là-bas qu'il faut agir. Moi, je me souviens, j'avais été en Oman en vacances, j'ai vu mon chauffeur de taxi qui jetait les trucs par la fenêtre de la voiture, j'étais horripilé, et puis très vite, je lui ai expliqué ce qu'il ne fallait pas faire, ce qu'il pouvait faire et tout,
Et puis après, pendant des mois, presque une année, il m'a envoyé des vidéos. Il avait réussi à former les 3000 personnes de son village. Il avait regroupé les poubelles. Il avait organisé une collecte et des trucs. Et en fait, en passant juste un peu de temps avec un chauffeur de taxi, tout d'un coup, il y a 3000 personnes qui étaient derrière, qui se mettaient en branle pour mieux améliorer le système. Donc, on voit bien que voilà, il faut aller dans ces pays-là, parce que là, il y a des effets spectaculaires. Donc oui, on n'est pas là pour dire qu'en France, il faut le truc, mais on a tendance quand même un peu dans les pays comme la France, la Suisse, tout ça, à se regarder en se disant, mais moi, je regarde mon petit terrain, je regarde mon truc, est-ce que je fais bien et tout, et donc voilà, putain, et les autres, ils ont qu'à se débrouiller. Non, non, ça nous concerne. Pour revenir au bateau, pardon, Alain demande, après la pyrolyse des plastiques, reste-t-il un déchet ultime? Et si oui, que deviendra-t-il dans le projet? Alors, oui, il y a deux types. En fait, globalement, il y a 95% des plastiques qui peuvent rentrer en pyrolyse. Il y a 5 à 7% qui se terminent en déchets carbonés. C'est un peu, je ne connais pas les chiffres exacts d'une incinération, mais il y a toujours du carbone qui est retenu, ce qu'on appelle le char. Et donc, ce carbone, évidemment, on ne peut pas l'utiliser, nous, à bord du bateau. Par contre, on va le stocker. Et le jour où on a une escale où le carbone peut être réutilisé pour faire de l'énergie ou autre, là, on le fournira. Donc, surtout dans ces pays-là, en général, ils savent utiliser le carbone. Donc, ce n'est pas la meilleure, je suis d'accord, des matières premières, mais au moins, elle sera réutilisée à la terre plutôt que de déverser dans un quelconque univers. Et puis après, c'est les émanations de CO2 sur lesquelles on a travaillé, nous, parce qu'il y a la législation, Marpol, mais il y a aussi ce qu'on nous on voulait faire. Et donc nous on s'est dit, on se doit d'être le plus exemplaire possible. Donc on a travaillé avec des sociétés françaises pour mettre les plus grands filtres et les meilleurs filtres qu'on peut sur cette pyrolyse. Donc du coup on arrive vraiment à limiter notre empreinte là-dessus. Comme je vous disais, globalement entre ce que consomme en empreinte carbone une pyrolyse par rapport à l'incinération, c'est 2 à 3 fois moins. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que toute la chaîne du plastique aujourd'hui à terre, c'est des camions, des containers poubelles, des camions poubelles, des centres d'incinération, de l'enfouissement sous terre, 50% encore en France, c'est des camions qui font des centaines de kilomètres, c'est un recyclage qui est encore beaucoup trop faible, etc. Et des usines de recyclage qui consomment beaucoup d'énergie. Et donc, vous faites l'empreinte carbone de toute la vie d'un morceau de plastique sur Terre, mais c'est phénoménal. Alors certes, aujourd'hui, on arrive à faire en sorte normalement qu'il ne reparte pas dans la nature, mais à un prix carbone qui est monumental. Alors que le mental, lui, en fait, il est, comme je vous l'ai expliqué, il est éco-conçu, il fonctionne avec le vent, le soleil, le plastique. Et donc, en fait, il a peu d'empreinte carbone et il traite son plastique directement sur place. Donc, il n'y a pas tous ces camions, ces machins, tout ce trafic qui fait qu'il y a une empreinte carbone énorme. Et donc, globalement, nous, on arrive à traiter ces plastiques de manière exemplaire sur le mental. Après, je ne sais pas où on en est au niveau du timing. Les questions n'arrêtent pas d'arriver. Une autre de Romuald, les microparticules du 7e continent peuvent-elles être un objectif du Manta? Alors, sur le Manta, on s'est fixé une limite de 10 mm. Et globalement, on touche à tous les macro-déchets plastiques. C'était très compliqué au niveau technologie d'aller plus bas. On avait des problèmes déjà de technologie et puis de stockage et puis d'écosystème aussi, parce que qui dit aller dans les microparticules plastiques, plus on touche les microparticules plastiques, plus on touche les écosystèmes qui se greffent dessus aussi. Moi, je ne suis pas un scientifique, mais j'ai compris ça. Et voilà. Et donc, du coup, c'est très compliqué. Et donc, on a décidé de le faire sur les mobulas. Parce que sur les mobulas, on a vraiment, nous, réussi à trouver une technologie qui nous permet de collecter des microparticules plastiques à partir de 1 mm jusqu'à 2 mètres de long. Et donc là, c'est intéressant parce que justement, la faune, la flore n'a pas eu le temps la flore n'a pas eu le temps de pousser sur ces plastiques, parce que c'est près des côtes. Et là, on est content de les ramasser. Et les mobulas vont aussi pouvoir collecter les hydrocarbures. Donc, ils vont vraiment être très polyvalents. Alors que effectivement, le mental, lui, il est voué à collecter tous ces plastiques de plus de 10 mm. Après, l'idée du mental, c'est malheureusement pas de s'occuper de la pollution du passé, mais c'est de capter ces plastiques suffisamment en amont, dans les grands fleuves, dans les estuaires,
pour que justement ils ne deviennent jamais des microparticules de plastique. Donc si on stoppe ces plastiques à voilà, au moins 80%, c'est ce que je disais, ben là on a une chance que ces plastiques voilà, restent à l'état de macrodéchets et que petit à petit les microparticules de plastique diminuent dans les océans. Et par exemple en Méditerranée, ben, c'est un vrai fléau les microparticules de plastique parce que c'est la pollution des pays même comme la France, l'Espagne, l'Italie, tout ça qui ont pollué dans les 35 dernières années. Avant-dernière question peut-être. On me demande le coût d'un manta. Et dernière question, que peuvent faire les bénévoles? Alors, le coût d'un manta, c'est 35 millions d'euros. C'est un manta qui va fonctionner pendant 30 ans minimum, et logiquement, ça peut être prolongé de 10 ou 20 ans sa durée de vie. Donc, il faut vraiment se projeter sur 40 ans. Donc, en termes d'amortissement par an, ça reste assez raisonnable. Il ne faut pas oublier qu'un camion poubelle, ça coûte déjà 300 000 euros. Et comme je disais tout à l'heure, le coût à la tonne, il est à peu près autour de 700 euros, ce qui est à peu près le double de ce qu'on fait avec les poubelles jaunes. Mais ce n'est pas un coût délirant, c'est un coût tout à fait raisonnable. Et puis, sur le deuxième question, c'était, pardon? Que peuvent faire les bénévoles? Ah voilà, que peuvent faire les bénévoles? Ben, les bénévoles, vous pouvez vous impliquer à nos côtés ou aux côtés de d'autres associations. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il y a le don évidemment qui est important, mais il y a votre action. Donc l'action, si vous êtes à nos côtés, et vous allez pouvoir vous impliquer dans plein de choses, dans les collectes, dans la sensibilisation dans les écoles, dans les opérations de communication, dans les opérations de représentation. On est présent sur les festivals de musique, dans les forums, dans les salons. Alors, moins évidemment avec le Covid, mais là, ça va reprendre dès cet été. Et donc, voilà, aujourd'hui, on a pu former près de 1000 bénévoles en France à travers 15 délégations régionales. On a vraiment un pôle de bénévolat qui est très fort, donc n'hésitez pas à poser vos candidatures. On est très réceptif là-dessus. Et nous, aujourd'hui, on s'occupe de trouver aussi des bénévoles en Allemagne, en Suisse, dans les autres pays européens. Et puis voilà, vous verrez que même dans les entreprises, aujourd'hui, nous, on a développé des outils qui permettent en fait de former les collaborateurs dans les entreprises, de faire évoluer l'entreprise dans un monde plus vertueux au niveau du plastique. Et donc, même si vous faites partie, si vous êtes dans des entreprises, si vous êtes encore un collaborateur ou dirigeant, voilà, on peut vous accompagner parce qu'on a vraiment développé des outils chez CiCleaner, des outils numériques, mais des outils avec des équipes qui sont vraiment formées pour ça, qui viennent dans l'entreprise et qui voilà, font tirer l'entreprise vers le haut. Aujourd'hui, il y a déjà 60 entreprises françaises qui nous ont fait confiance par rapport à ça. Et voilà, et tous les mois, on signe évidemment des nouveaux contrats. Donc, voilà, c'est passionnant en fait ce sujet des océans, des plastiques. Donc on a plein d'histoires à raconter et puis on est quand même fiers d'avoir un projet Cocorico français avec voilà, on est très bon en France sur les énergies renouvelables et les chantiers navals. Donc on a su exploiter ça au maximum. Très bien, merci Yvan. Thérèse, je te repasse la main. Il n'y a plus de questions. Oh Une petite dernière, il y en a encore plein. On parle du septième continent. Voilà, que faire par rapport au septième continent? Mais je crois que Yvan a répondu tout au long de cette soirée à cette question. Merci Yvan de cette conférence qui est. Tu nous as présenté des choses de manière simple et je pense que tout le monde a bien compris parce que, bon, des fois, nous avons des scientifiques, c'est un peu plus compliqué pour certains d'entre nous. Et là, en fait, on a bien appréhendé la question des déchets plastiques dans les océans. Il y a beaucoup à faire. Alors, ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous la directrice internationale du Lions Club, qui est Nicole Bello. Et nous avons... un de nos membres de l'équipe du défi pour l'environnement, on t'en a parlé, Yvan, a déposé un dossier en fait lors du forum de la Méditerranée pour un grand projet en fait de nettoyage de tout le pourtour de la Méditerranée, avec tous les pays qui sont environnants. Donc, je pense que c'est en bonne voie, c'est en réflexion, et j'espère que ça pourra aboutir. Alors en 2022 ou en 2023, je ne sais pas encore. En tout cas, on se prépare à cette grande action. Et tu nous as dit que tu étais prêt
Nous, on nous serait aider. très fiers en tout cas que vous nous choisissiez parce que c'est clairement des actions qu'on veut mener et surtout quand ça part un peu à l'étranger comme ça et qu'on veut réunir tout le bassin méditerranéen, clairement, on est intéressé de vous accompagner. Déjà cette année, pour la Journée des océans le 8 juin, on va faire partie de la collecte la plus importante du monde sur les déchets voilà, sur les plages, puisqu'on a réussi à réunir un certain nombre d'associations et on est très fiers de ça. Donc rendez-vous le 8 juin aussi pour cette journée des océans et ces collectes qui vont être organisées un peu partout en France. Mais alors, si on peut vous rejoindre en 2022 et 2023 pour unifier un peu tous les Lions Club du bassin méditerranéen et tous ceux qui veulent s'engager à vos côtés pour cette collecte qui se passera, si j'ai bien compris, durant un week-end, ben, nous, on serait très fiers de Oui. vous accompagner là-dessus. Oui, on essaye de lancer une grande opération en fait de nettoyage de la nature qui est plutôt au mois de mars, le troisième week-end du mois de mars, l'arrivée du printemps et voilà, donc ça correspondrait plutôt à cette période-là et on voudrait que cette action soit menée aussi au niveau international. Peut-être que tu veux dire un mot, Nicole Bello, si je ne sais pas si si tu es toujours avec nous. Si, je suis toujours avec vous, j'essaye de me reconnecter. Oui, bonjour, c'était déjà passionnant, donc merci beaucoup pour cette conférence et merci Yvan Bourgnon parce que je connaissais déjà votre projet, mais franchement, puisque vous aviez fait avant, mais c'est un de nos challenges des prochaines années, hein, d'être capable de nettoyer l'océan. C'est tout pardon, que si on laisse tous ces plastiques au niveau de l'océan, c'est vraiment catastrophique. Il s'avère que je suis aussi élue à la métropole toulousaine et que je suis en charge de l'eau et de l'assainissement, entre autres, et qu'on travaille en effet, nous, en amont. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'essayer justement d'éviter que tous ces déchets partent de Toulouse, par exemple, ou de toutes les rivières qu'il y a autour. Et il y a pas mal d'expériences, notamment des chaussettes qu'on essaye de mettre, vous avez dû voir ça, à la sortie des égouts, etc., pour essayer de récupérer les déchets, et notamment les déchets plastiques, pour éviter que, après, hein, s'ils continuent leur chemin, ils arrivent forcément dans l'océan. Donc, il y a un travail à faire aussi à ce niveau-là. Je pense qu'il y a un travail aussi à faire en amont. Moi, je me disais, à vous écouter, on a du retard, donc il faut déjà nettoyer tout ce qui existe. Hein, c'est faramineux hein, quand on voit les photos et les films que vous avez passés. On se demande même comment on va arriver à nettoyer tout ça, parce qu'il y en a autant en dessous qu'on ne voit pas. Mais je pense que notre génération, là, il faut absolument qu'on travaille en amont, c'est-à-dire essayer de trouver justement comment ne plus utiliser le plastique. Il y a plein de réflexions en ce moment avec des jeunes start-upers qui essayent de trouver des moyens pour faire en sorte qu'on n'utilise pas systématiquement le plastique. Vous allez à midi dans des boulangeries, dans des restaurants qui font du click and collect, etc. Donc, avant, on va dire, la pandémie, parce que là, c'était un peu compliqué avec la pandémie, mais avant, et tout le monde vous donne régulièrement des espèces de boîtes en plastique, etc., etc. Ça ne fait que complexifier la donne. Donc, il y a aussi une prise de conscience, je pense, du consommateur que nous sommes pour éviter de se servir de ça et aider tous les jeunes qui ont des idées en ce moment. Moi, à l'endroit où je suis, à Toulouse, on a plein de start-upers qui inventent des systèmes pour repartir sur des boîtes en verre et ne plus utiliser de plastique, avoir des systèmes de consigne, etc., etc. Mais je pense que c'est ça qui est essentiel aussi à mettre en place, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. C'est un peu le tonneau des Danaïdes. Ça va sans arrêt ramener du plastique, vous allez en enlever, mais il y en aura toujours autant qui arriveront. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Nicole pour ton intervention. Alors Jean-Marie Guéraud, le membre de notre équipe qui est porteur de ce projet très important, et Nicole, eh bien, nous sommes tous prêtes et prêts en fait à démarrer. Voilà, mais écoutez, merci à toutes et à tous et merci Yvan. Et suivez-nous aussi sur notre site défi pour l'environnement.org. Merci. Merci beaucoup. Merci.